Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale, spécialité maths. Elle parle d'intervalle de fluctuation, loi des grands nombres, inégalité de bien-aimé Tchebychev et un petit peu de loi normale. Alors, je vais lancer un dé. Qu'est-ce qu'il y a de plus soumis au hasard que le lancer d'un dé? Vous savez d'ailleurs que le mot hasard vient du mot arabe hazar, qui veut dire, je crois, jeu de dés. Alors, je lance un dé, et donc, je m'intéresse au fait d'avoir 6. Donc, je vais prendre une variable x qui vaut 1 ou 0, suivant si j'ai 6 ou pas. On appelle ça donc une loi de Bernoulli, de paramètre p égale 1/6. Avec cette expérience, il est possible que j'obtienne 6. Vous avez tous joué, je crois que nous avons tous joué au jeu de loi, aux petits chevaux, pour ma génération. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que je vais répéter plusieurs fois mon expérience de lancer un dé. Et donc, j'appelle x1, x10, par exemple, le résultat de mes 10 expériences de lancer du dé. Et je regarde si j'ai souvent obtenu 6 ou pas. Donc, cette variable, elle vaut 1 si j'ai eu 6 au premier lancer de dé. Celle-ci au 10e lancer de dé. Donc, ce sont des variables identiques. Donc, on appelle ça comme ça dans le jargon. Donc, elles sont identiques, elles sont indépendantes. Voilà, IID, ça veut dire indépendante, identiquement distribuée. Donc, indépendante, c'est important parce que, on va le voir plus tard dans la forme de la variance. En tout cas, concrètement, ça veut dire que quand je lance un dé, cela n'a pas d'influence sur le lancer suivant du dé. Non indépendant, ça voudrait dire, par exemple, qu'il y a de la colle sur le tapis. Donc, si le dé finit par arriver sur 1, ça veut dire que la face 6 est au sol et elle s'imprégnera peut-être plus de colle, surtout si j'appuie dessus avant de l'enlever. Ça provoquera donc un biais pour le second tirage. Voilà, bon, c'est des cas qui n'arrivent pas, mais c'est pour dire les tirages sont indépendants. Si au lieu d'un lancer de dés, j'avais par exemple quelque chose qui nécessite de l'adresse ou de l'effort, comme un lancer de fléchette, il pourrait y avoir un biais psychologique. Dans le genre où si je rate, je stresse et je rate encore plus. De ce fait, les tirages ne seraient pas indépendants. Ou bien s'il y a du monde autour de moi, si je réussis, on m'encourage et je réussis encore plus, les tirages ne seraient pas indépendants. Voilà, donc là, on se place dans un modèle d'indépendance. Alors, pourquoi on se place dans un modèle d'indépendance? On va utiliser au cours de cette vidéo plusieurs formules. Et donc, pour cette formule-là, la somme des espérances, c'est l'espérance de la somme. On n'a pas besoin de l'indépendance. Par contre, pour celle-ci, oui. On aura besoin de ces formules. On aura besoin aussi de la variance de AX égale A carré variance de X. Par contre, l'espérance de AX, ce sera A espérance de X. Alors, on va expliquer un peu plus qualitativement ce que représente la variance. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais appeler S10 égale la somme sur 10. Bon, je suppose que tous les élèves de terminale ont un jour fait une moyenne. On vit sous la domination de l'indicateur moyenne pour estimer le niveau des élèves. Donc, on ajoute, on divise par 10. Bien. Alors, quand vous jouez à certains jeux, il faut tirer 2 dés. Si quelqu'un fait un double 6, peut-être vous allez dire en plaisantant qu'il est doué au dé, peut-être que vous allez dire qu'il a de la chance, mais bon, ça arrive de tirer 2 fois le 6 d'affilée. Genre si je lance 2 dés, d'avoir un double 6. Par contre, on a cette intuition que si je lance 10 fois le dé, ça va être difficile d'obtenir quand même 10 fois le 6. C'est un événement rare. Alors, que dire si je tire 100 fois le dé de quelqu'un qui obtiendrait, en tirant 100 fois le dé, 100 fois le chiffre 6? Ça paraît tout à fait improbable. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi, comment mathématiquement on explique cette intuition. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la somme ici, la somme elle-même, elle suit une loi binomiale. Donc on note pareil binomial et Bernoulli, parce qu'une loi de Bernoulli, c'est une loi binomiale de paramètre n égale 1. Donc cette somme, elle suit une loi binomiale de paramètre n égale 10.
et P égale 1 sur 6. Alors, quelle est la probabilité d'avoir que le chiffre 6? Eh bien, la probabilité d'avoir que le chiffre 6, c'est-à-dire que x1 égale x2 égale x10 égale 1, c'est-à-dire, ça veut dire la probabilité que la somme soit égale à 10. C'est-à-dire que les 10 compteurs se sont incrémentés à 1. On a eu 10 fois le chiffre 6. Alors, on s'intéresse à cette probabilité-là. Donc là, en fait, j'ouvre un tiroir. Je fais une petite digression pour arriver ensuite là où je veux. Bon, mais ça, on sait le calculer avec la loi binomiale. Hein. La probabilité que cette variable qui suit la loi binomiale soit égale à 10, ça fait la probabilité de 10 parmi 10, 1 sixième puissance 10, 5 sixième puissance 0. Donc ça, c'est égal à 1 sur 6 puissance 10. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu les puissances. Par exemple, 2 puissance 10, c'est quelque chose de connu. Soit si vous faites de l'informatique, soit si vous avez joué au jeu très addictif de 1048. 2 puissance 10 fait 1024. Donc vous pouvez imaginer 6 puissance 10, ça va être beaucoup plus grand. Donc déjà, 2 puissance 10, 1024, ça ferait un millième. Si à la place du 6, il y avait un 2. Donc avec un chiffre 6, ça va être vraiment très petit cette probabilité. Et vous voyez que si à la place de 10, je mettais 100, avoir que le chiffre 6, ça va être complètement improbable. Ça va faire 1 sur 6 puissance 100, c'est infinitésimal. Alors, ça c'est pour partir de quelque chose qui intuitivement est facile à comprendre, que c'est de plus en plus improbable, si le nombre de tirages est grand, de n'obtenir que des 6. Mais alors, la fréquence des 6, elle va s'aligner autour de quoi? Parce que ça va être la fréquence des 6. Vous voyez, par exemple, si je tire ici 4 fois le côté 6 du dé, et bien ceci va être égal à 4 divisé par 10. On peut écrire ça 0,4 ou 40%. Ce nombre-là représente la fréquence des 6 obtenus. Alors bien sûr, ici, dans ce cas, quand on tire 10 fois, le résultat de ce calcul, ça peut être 0 si on n'a jamais tiré le 6. Ça peut être 1 si on a tiré que le 6 10 fois. Bon, ça c'est très improbable, mais voilà. Ça ferait 1, c'est-à-dire 100%. Si on a tiré 5 fois le 6 et 5 fois pas le 6, là ça fera 5 sur 10, 0,5, 50%. Donc en fait, ce nombre-là peut être égal à 0, 0,1, 0,2, etc. 0,5, 0,6, jusqu'à 0,9, jusqu'à 1. Il peut prendre 11 valeurs possibles. Mais après, si au lieu de tirer 10 fois, on tire 100 fois, l'éventail des valeurs va être de plus en plus grand. Et finalement, ce nombre-là, qui est compris entre 0 et 1, on va dire qu'il peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 1. On va imaginer ça comme un nombre réel entre 0 et 1. Alors on sait bien qu'il ne peut pas être égal à n'importe quoi. Par exemple, dans le cas de 10, il y aura forcément 15 chiffres après la virgule, un seul chiffre. Mais voilà, on va oublier ce détail, il ne change rien. On va dire que ça, c'est simplement un nombre entre 0 et 1. Et où est-ce qu'il va se situer? Alors on a l'impression que ce nombre, il va plutôt être par là. Pourquoi? Parce que 1 sur 6, ça fait 0,17 environ, c'est plutôt par là. Mais ce nombre S10, on a vu qu'il peut être égal à 1. Alors c'est très improbable, mais peut-être qu'il peut être égal à 0,9 et que c'est pas si improbable que ça. Alors on a cette idée que, en fait, si on tire beaucoup de fois le dé, la valeur de Sn, du coup, si j'appelle maintenant Sn égale x1 plus xn sur n, la moyenne des n tirages, on a l'impression que cette moyenne va se rapprocher de 0,17. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se rapprocher? Est-ce qu'elle peut rester, prendre des valeurs un peu hasardeuses, chanceuses, du style plus grand que ça, beaucoup plus grand? Est-ce qu'elle peut se rapprocher de 1? Est-ce qu'elle a une probabilité de le faire? Et on voit que, en fait, évidemment, on ne peut pas prédire combien va valoir Sn si on tire n fois le dé, mais on peut dire qu'elle a plus de chances d'être par là, et que si le nombre de tirages est grand, elle a beaucoup moins de chances d'être ailleurs que par là. C'est ce que va quantifier la théorie de l'intervalle de fluctuation. Alors on va regarder l'espérance et la variance de Sn. L'espérance de Sn, donc ça fait l'espérance de 1 sur n fois x1 plus xn. Donc là je n'ai fait qu'écrire ma fraction en mode multiplication, j'applique cette formule.
ça me fait 1 sur n facteur de l'espérance de x1 plus xn. Et puis je continue, maintenant j'applique la formule de la somme des espérances. Ça me fait 1 sur n facteur de l'espérance de x1 plus l'espérance de xn. Mais c'est quoi l'espérance d'x1? L'espérance de x1, c'est l'espérance d'une variable qui vaut 0 ou 1. Alors une variable qui vaut 0 ou 1 n'a pas forcément pour espérance 0,5 parce qu'elle a quand même plus de chances de valoir 0. Donc son espérance, c'est une moyenne pondérée, ce qu'on appelle la somme des PIXI au collège, peut-être, ou en seconde, à un moment donné, on voit cette formule-là. Et donc ici, eh bien, ça fait un sixième. C'est aussi la formule de l'espérance d'une variable de Bernoulli. Donc si je mets les PIXI, les XI pour X, c'est soit 0, soit 1. Et les probabilités, c'est 5 sixièmes, 1 sixième. Donc si vous faites la somme des PXI, vous avez bien 1 sixième. Alors ça, c'est la loi de probabilité de X, le tirage d'un dé, c'est la loi de X1, c'est la loi de X2, c'est la loi de Xn. Toutes les variables sont les mêmes. Elles représentent chacune le tirage d'un dé. Bien, donc en fait ça fait 1 sixième, tout le monde fait 1 sixième. Et donc ici, nous avons combien de fois 1 sixième? Là, et bien n fois. Et donc ça nous fait 1 sixième. Donc l'espérance de Sn, elle vaut encore 1 sixième. Ce qu'on appelle un estimateur non biaisé. Donc ça vaut encore 1 sixième. Voilà, donc je vais le marquer ici. Donc l'espérance, comme l'espérance de x. Alors on va effacer ça. Et maintenant, on va s'attaquer à la variance. Donc là, comme la variance, c'est quelque chose qui n'est pas dans la même unité que l'espérance. Par exemple, si au lieu de faire un tirage de dés, vous faites la taille d'un individu qui se présente dans la rue, là, aléatoirement. Cette taille, vous allez peut-être l'estimer en mètres, 1,75 m. Et bien, si c'est une variable aléatoire, la taille du prochain individu qui va se présenter au coin de la rue, c'est une variable aléatoire, bon, son espérance, ça doit être peut-être la moyenne des tailles des individus, qui est entre 1,70 et 1,75 en France, c'est des mètres. Par contre, la variance, ça va être en mètres carrés, puisque dans la formule de la variance, on se souvient que, donc c'est pas une vidéo sur la variance, mais on se souvient que la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts. Donc la variance, elle mesure la dispersion. Si dans une classe, la moitié des élèves ont 0 et les autres ont 20, ça fait une moyenne de 10. Mais les notes sont très dispersées, ça fait une très grande variance. Si dans une classe, la moitié à 9, la moitié à 11, ça fait une moyenne de 10, mais la variance est très petite. Donc en fait, la variance, il faut bien comprendre aussi qu'elle peut s'appliquer pour deux objets différents, les objets connus et les objets inconnus. Si vous avez les notes dans une classe, c'est des objets connus, c'est des valeurs connues, vous pouvez en faire la moyenne et la variance. Si maintenant vous essayez d'estimer les notes que vont avoir les élèves d'une classe donnée, ça va être difficile parce qu'ils sont tous différents. Donc au lieu d'estimer les notes des élèves donnés, vous allez voir, pour un seul élève par exemple, vous allez lui faire passer chaque jour, mettons, un test qui soit un peu du même niveau, et vous allez regarder sa note au fur et à mesure, et vous allez avoir une liste de notes avec une répétition identique d'événements. Là, vous pouvez faire des maths avec ça, et vous ne pouvez pas calculer la moyenne de ces notes. Vous ne pouvez calculer la moyenne de ces notes qu'une fois qu'il a fait tous les tests. Mais avant qu'il fasse les tests, vous pouvez calculer l'espérance. Si vous le connaissez bien, vous savez que en général, il a une moyenne de 11, son espérance, c'est 11. Et que si un jour il a un accident, en général, il compense le lendemain, et que, en tenant compte de tout ça, vous pouvez dire son espérance. Donc l'espérance, c'est la version probabiliste de la moyenne, qui est la moyenne d'un indicateur statistique. Les statistiques, c'est ce qu'on fait avec les chiffres qu'on a. Les probabilités, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de deviner avec les chiffres qu'on n'a pas. Vous voyez, vous prenez les 10 prochains individus qui passent le coin de la rue, vous notez leur taille, vous avez une liste, vous pouvez faire la moyenne, vous pouvez faire la variance, c'est-à-dire la dispersion des données. Mais si vous ne connaissez pas ces 10 individus avant de mesurer leur taille, eh ben, vous pouvez dire, ça va suivre une loi d'espérance 1,70, 1,75, donc
C'est l'expérience, c'est une prédiction de la moyenne, et puis d'une certaine variance, donc, que l'on calcule. Alors ici, nous avons une formule pour la variance d'une variable de Bernoulli, qui peut se calculer, qui va être P fois 1 moins P. Voilà. Et puis pour la variance d'une loi binomiale, vous savez, c'est NP1 moins P. Alors ici, il faut se souvenir que la variance, c'est au carré. Donc ce qui est de la même unité que la grandeur observée, c'est l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Mais ici, on va parler dans ce chapitre que de la variance. Donc ça nous fait 1 sur n carré, donc ça c'est le a carré, fois la variance de x1 plus xn. Bon, ben, les variables sont supposées identiquement distribuées, mais surtout indépendantes. On applique ça. Donc ça fait la variance de x1 plus la variance de xn. Mais elles sont toutes pareilles, ces variances, puisque x1 et xn suivent toutes la même loi. Combien y en a-t-il? Il y en a n. Donc ça fait n fois la variance de x sur n carré. Donc ça fait la variance de x sur n. Donc je le marque ici. La variance de Sn, c'est la variance de x sur n. Voilà, je vais encadrer ça. Alors, cette formule, il faut absolument la regarder. Elle dit beaucoup de choses. Alors déjà, V de x, il est vrai que j'aurais pu le calculer. Hein. V de x, eh ben, ça fait P1 moins P, donc 1 sixième fois 5 sixièmes. Donc ça fait 5 36e. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que c'est un nombre divisé par n. Or, un nombre divisé par n, quand n grandit, eh ben, ça fait une fraction qui devient de plus en plus petite. Un peu comme si vous regardiez une quantité de matériel et puis vous le partagez en n personnes de manière équitable. Donc chaque personne a une fraction, 1 sur n, de la quantité de matériel. Mais la part de chaque personne, si on est nombreux, elle est plus petite, elle s'amoindrit. Et du coup, ça, c'est une variance qui rétrécit comme peau de chagrin. Quand n devient très grand, cette variance tend vers 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre intuition, on peut poser des mots dessus. Si le dé ou le tiré 10 fois en tire n fois et que n est de plus en plus grand, si on fait la fréquence des 6 obtenus, eh bien cette fréquence suit une loi d'espérance 1 sixième et de variance petite. Donc mettons, vous avez des bénévoles devant vous, vous en avez beaucoup, et vous leur dites, tirez 10 fois le dé, faites la fréquence. Ils calculent ça, un tel obtiendra 0,3, un tel 0,9. Ok, vous regardez toutes les fréquences, donc eh bien ça va faire des valeurs, des nombres. Vous allez avoir du 1, il y aura bien un chanceux peut-être qui aura que des 6, même si c'est très improbable, donc ça n'en aurait peut-être pas, ça dépend des nombres de bénévoles. Vous aurez des 0,5, vous aurez des 0,2 et des 0,1 évidemment, proche de l'espérance, qui est 0,17, tu rappelles, vous aurez des 0, quelqu'un qui n'aura pas obtenu de 6, hein. Il y a des malchanceux partout. Et si vous dessinez, en diagramme en bâton, les résultats obtenus, ben, vous aurez, mettons que vous aurez un qui aura obtenu 10, et puis vous aurez peut-être des gens qui auront obtenu 9, et puis voilà, donc ça se concentrera surtout autour de 1 et 2, puisque l'espérance elle est là, hein. Alors elle n'est pas obtenable avec 10 fois, mais peu importe, donc elle est là, donc ça fera surtout un truc comme ça, et mettons, ça fera, si vous reliez pour avoir un visuel, hein, vous avez peut-être un truc comme ça. Et maintenant, si vous tirez, alors pardon, j'ai mis 1, mais 10, mais c'est 1, c'est la fréquence, pardon. Donc maintenant, donc ça c'est pour n égale 10. Mais maintenant, si vous faites ça 100 fois, 1000 fois, mettons, eh ben, vous allez sûrement avoir des grosses fréquences ici, autour de 1 et 2. Et puis ça va faire grosso modo une courbe qui va faire comme ça. Alors, vous aurez toutes les valeurs intermédiaires, là, à 2 décimales, hein, à 3 décimales quand vous faites 1000, donc on ne verra pas trop la différence entre les points. Il n'y aura pas besoin de les relier comme ici, visuellement ça apparaîtra continu. Et donc vous allez avoir une variance, ici, là, vous allez avoir une variance beaucoup plus petite. Vous voyez, il y a moins d'écart entre les notes.
Alors en abscisse ici, pour que tout soit bien clair, vous avez les proportions. Donc par exemple là, ben, vous avez ici, mettons là j'ai 0,44, et bien vous regardez combien vous avez de personnes entre 0,44 et 0,45. Et vous regardez le nombre de personnes, et vous marquez là le nombre de personnes. Hein. Combien vous êtes de personnes entre 0,43 et 0,44, comme ça tout, vous faites des... En fait, c'est comme des diagrammes en rectangle, mais on dessine juste le sommet du rectangle pour voir ce que ça donne. Et on obtient une courbe comme ça. Comment je sais que ça se resserre ici, et que, en fait, vous voyez, si n devient de plus en plus grand, et ben, ça va faire un truc comme ça, de plus en plus serré. Donc n encore plus grand, mettons, mettons si n vaut 10 000, pour fixer les idées, là je fais totalement qualitativement. Hein, bon. Et désolé pour les courbes qui sont pas très pratiques à dessiner là, mais c'est écrit là. La variance tend vers 0. Ce qui fait que si vous tirez un nombre mais infiniment grand de fois, eh ben, ça va faire un pic, et vous serez quasiment sûr d'avoir quelque chose comme 0,17 en fait. C'est ça la loi des grands nombres. Si vous répétez un grand nombre de fois l'expérience, les fréquences obtenues tendent à se confondre avec les probabilités attendues. Alors ça c'est bien beau, mais mettons-le dans une situation concrète où on tire le dé 100 fois, et quelqu'un dit, bon ben très bien, ça va faire un truc un peu resserré, mais j'aimerais savoir quand même à quoi je dois m'attendre comme fluctuation. Est-ce que genre je peux avoir entre 0,20 ou 0,21, ou est-ce que c'est très improbable? Est-ce que je peux avoir entre 0,80 et 0,81? J'imagine que non, si je tire 100 fois. Et donc, est-ce que je peux dire grosso modo dans quel intervalle vont être les fréquences? Donc vous voyez le problème ici, c'est que vous avez cette moyenne des variables xi, et cette variable elle va fluctuer. Ça veut dire que en fait, il n'y a pas de raison que Sn soit égal à 1 sixième, à 0,17. C'est d'ailleurs impossible si on tire que 10 fois, mathématiquement. Et donc Sn, pour une valeur fixée de n, pour chacun des bénévoles qui tirent n fois le dé, là, et ben ça va, on appelle ça vraiment fluctuer. Ça va rester dans une petite marge, dans un intervalle, autour de 1 sixième. On aimerait en savoir plus sur cet intervalle, et donc c'est là que nous allons appeler nos amis Bien-Aimé Tchebychev. Bien-Aimé Tchebychev nous dit que la probabilité que x moins mu soit supérieur à delta est inférieure à la variance de x sur delta carré. Donc pour démontrer ça, il faudra attendre d'être en L3 de mathématiques pures. Donc ça se démontre avec une artillerie lourde, avec une abstraction énorme qui est une réinvention de la notion d'intégrale et de probabilité, qui s'appelle la théorie de la mesure, et ça se montre en 2 lignes avec ça, mais voilà, donc ça c'est vrai, la probabilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Cette formule n'a pas trop d'intérêt si x est une variable comme ça. Elle a d'intérêt que si on remplace x par Sn. Mais regardons quand même ce qui se passe avec x, le tirage d'un dé. Toujours notre x, Bernoulli, p égale 1 sixième. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, on va regarder pour différentes valeurs de mu. Donc, si mu égale 0,5, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, mu, non, pardon, pas mu, delta. Donc, mu, c'est 0,17, on a dit. Hein. Donc, là, il faut être au point sur les inégalités. Donc, ça, j'ai pas dit, mais... Donc, ça, c'est un truc de seconde, normalement. Quand vous avez x moins 20 supérieur à 4, c'est exactement la même chose que de dire que x... appartient à
moins l'infini 16, union 24 plus l'infini. Donc ça, si vous n'êtes pas au point, évidemment, c'est impensable de comprendre bien-aimé Tchebychev. C'est un truc simple. Donc ça se voit visuellement. Ça veut dire la distance entre x et 20. Vous voyez, si x vaut 21, ce résultat-là fait 1. Si x vaut 19, ce résultat-là fait 1, puisque ça fait valeur absolue de moins 1. Donc la valeur absolue permet de dire que ça, c'est la distance entre deux points. Donc si vous avez 20 ici, ça veut dire que vous voulez être à une distance de 20 supérieure à 4. Donc vous faites plus 4, moins 4, pour être à une distance 16, 24, et vous voulez être au-delà de ça. Donc voilà, c'est l'illustration. Donc ça, il faut que ce soit clair, parce qu'on ne va pas le réexpliquer. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la probabilité que x appartient, donc appliquons cela. Donc là, au lieu d'avoir 20, qui était un exemple, j'ai 0,17. Et au lieu d'avoir 4, qui était un exemple aussi, j'ai 0,05, bon, qui est un exemple aussi. 0,17, 0,5. 0,17 moins 0,5 plus 0,5. Donc, plus 0,5, ça va nous faire ici 0,17 plus 0,5, 0,67. On ne va pas jusqu'à plus l'infini parce que x est une probabilité, donc il ne dépassera pas 1. Et j'ai pas mis le premier intervalle parce que 0,17 moins 0,5, ce nombre-là, eh ben, il est négatif, donc c'est impossible qu'il soit là. Donc ça nous dit que cette probabilité-là est inférieure à variance de x, 5 sur 36. Alors, 0,5 au carré, ça fait 1 quart. Divisé par 1 quart, c'est multiplié par 4. Et donc ça fait 5 sur 9. Et ça fait 0,555 à l'infini. Pardon, c'est infermé. Mais vous voyez, ça n'a pas d'intérêt si je lance qu'un dé, cette formule. Je voulais juste montrer comme ça. Mais pour montrer qu'elle marche, quoi, je veux dire, voilà. Mais si je lance qu'un dé, x, il ne vaut pas 0,5, 0,4, 0,3. Si je lance un dé, x, il vaut 0 ou 1. Donc ça veut dire que finalement, ça correspond à la valeur 1, puisqu'il ne peut pas valoir un nombre décimal si je tire un seul dé. Donc ça veut dire que la probabilité que x égale 1 est inférieure à 0,50, mettons 56 pour arrondir. Ben oui, c'est vrai, parce que la probabilité que x égale 1, elle vaut 0,17. Ça n'a aucun intérêt. Mais c'était pour vous montrer que bien-aimé Tchebychev, voilà, elle dit quelque chose qui n'est pas illogique, et de toute façon elle est vraie, donc voilà. Alors vous pouvez vous amuser à prendre d'autres valeurs que 0,5 pour voir ce que ça donne. Mais grosso modo, vous voyez que si vous prenez des valeurs de delta très grandes, donc si je fais un schéma ici, une probabilité c'est entre 0 et 1, ça c'est sûr, hein, ça ne dépasse pas. Et vous avez mu quelque part dans un exercice donné, mu quelque part, et vous voulez que x moins mu soit grand. Si vous prenez delta grand, et ça veut dire que voilà, vous prenez delta comme ça et vous voulez être en dehors. Et si vous avez une variance qui est très grande, ça va être grand. Donc si vous avez une variable très dispersée, oui, il y a des chances que vous soyez en dehors. Si vous avez une variable très petite, ce nombre-là va être petit, à delta fixé. Vous allez avoir une probabilité très petite d'être loin de l'espérance. Si delta est très petit, ça veut dire vous voulez être, mettons, à moins d'1 millimètre de mu. Vous voyez, à plus d'1 millimètre. Vous voulez être, si delta est très petit, quand vous faites mu plus delta, mu moins delta, vous obtenez un intervalle comme ça, si delta est très petit. Alors ce nombre-là, si delta est petit, est grand. Donc la probabilité d'être là, elle est grande. Si c'est très petit, parce qu'évidemment, vous êtes bien quelque part. Donc, si vous mettez un intervalle minuscule, vous avez plus de chances d'être à l'extérieur. Si maintenant vous prenez un delta grand, et vous demandez la probabilité d'être à l'extérieur, ici, cette probabilité devient petite, puisque vous prenez un delta grand, donc ceci devient petit. Donc ça, c'était un petit aparté que j'hésite à laisser dans la vidéo sur bien-aimé Tchebychev, pour que vous voyez un peu à quoi ça sert. Encore une fois, ça n'a aucun intérêt de l'appliquer sur la variable toute seule. Ce qui a de l'intérêt, c'est de l'appliquer sur Sn. Alors maintenant, on va l'appliquer sur Sn.
Donc bien-aimé Tchebychev appliqué à Sn. On va regarder ce que ça donne. Donc grosso modo, il ne sert pas à autre chose que ça. Donc il nous dit que la probabilité que... Donc on va remplacer x par Sn. Que Sn moins mu soit supérieur à delta. Pour tout delta, hein, peu importe la valeur delta positive, bien sûr, non nulle, est inférieur à V de Sn sur delta au carré. Ok, alors maintenant, on va remplacer. Hein. Donc ça veut dire que la probabilité que Sn moins mu, donc on se rappelle que mu c'est 0,17, un sixième, bon, voilà, soit supérieur à un delta donné, est inférieure. Alors la variance de Sn, elle était marquée là, hein, V de x sur n, donc ça nous fait du V de x sur n delta au carré. Alors ceci tend vers 0 si n devient grand. Donc là, on a un troisième paramètre qui apparaît, c'est le nombre de répétitions de l'expérience. Et donc, on va plus loin que l'intuition de tout à l'heure. Au lieu de dire que la variance devient petite et que donc Sn va être moins dispersé, il faut bien imaginer tous ces bénévoles qui vous tirent le nombre de dés que vous leur dites, le même pour tous, et vous répertoriez leurs valeurs. Donc les valeurs vont être moins dispersées, donc c'est vrai, mais vous avez une estimation chiffrée. Alors c'est une estimation qui sert plutôt à faire de la théorie, mais voilà, quand même intéressant. Alors, on peut l'écrire différemment avec l'événement contraire. On a vu que ça veut dire que Sn est en dehors d'un certain intervalle. L'événement contraire, ça serait que Sn est dans l'intervalle. Donc, ça vous ferait 1 sixième moins delta, 1 sixième plus delta. Bon, ben ça fait 1 moins, hein, donc ça c'est supérieur à 1 moins V de x sur n delta carré. On commence à avoir quelque chose qui ressemble à un intervalle de fluctuation. Ce qu'on aimerait, nous, alors on prend en général cette marge-là, on voudrait un intervalle où Sn il a 95% de chance d'être. Donc on va faire un petit calcul pour voir ça. On va obtenir un intervalle qui sera un intervalle de fluctuation bidon, puisque ce n'est pas le vrai, puisque dans la pratique il est beaucoup trop aléatoire, beaucoup trop grand en fait, beaucoup trop précautionneux. Et on ne va pas s'en servir, mais je veux juste montrer par là que bien-aimé Tchebychev permet d'avoir un intervalle de fluctuation. Alors nous, on va partir dans cette vidéo du chiffre 95%. Donc on veut avoir ça qui soit égal à 95%. Donc ça veut dire par des manipulations élémentaires que ça c'est égal à 0,05. Voilà. Je vais écrire ce que vaut delta dans ce cas. Et bien delta, donc ça c'est des histoires de fractions et de racines carrées, il faut faire passer d'un côté et de l'autre. Donc delta ça va être V de x sur n fois. Alors là il faut faire l'inverse de 0,05. Donc 0,05 c'est un vingtième, donc ça fait 20. Et on obtient ça. Alors maintenant, on se rappelle ce que c'est que V de x. Hein. On l'avait calculé, 5/36e, mais on va revenir à la formule de base pour avoir quelque chose qui ressemble à l'intervalle de fluctuation, c'est P1 moins P. Et donc ça nous fait racine de 20. Donc racine de 20, ça fait 2 racines de 5, fois racine de P1 moins P sur n. Et on obtient notre premier intervalle de fluctuation de bien-aimé Tchebychev, IFBT. Eh bien, ça nous fait P moins ce nombre-là. Alors, je vais l'écrire de manière rapprochée. De toute façon, tout ça, c'est des valeurs rapprochées. Donc, 2 racines de 5. Racine de 5 de 26. Donc, 2 racines de 5, ça nous fait 4,52. Donc, P moins 4,52. Racine de P à moins P sur N. Point virgule. P plus 4,52. Racine de P, 1 moins P sur N. Et vous savez que dans la cours que vous avez pris, il y a 1,96. Donc ça veut dire qu'on a une méthode
pour dire que cette égalité, elle est quand même, comme j'ai dit, précautionneuse, c'est-à-dire qu'elle cherche à être vraie. Donc ok, elle est vraie. On a 95% de chances que la fréquence obtenue soit là-dedans. Voilà. Mais en général, on peut faire des approximations, surtout si n est grand. Et en fait, il n'y a pas 95% parce qu'il y a quand même supérieur là. Il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit là. Beaucoup plus. Et 95%, on peut obtenir un intervalle plus resserré qui est à 95%. Le problème de cette inégalité, bien aimé de Chebyshev, c'est que là, il y a marqué inférieur, mais on ne sait pas de combien c'est inférieur en fait. Voilà, en fait, c'est beaucoup inférieur à ça dans certains cas. Et donc ça, c'est pas quelque chose qu'on est censé savoir vraiment faire en terminale, on est censé savoir le comprendre. C'est bien de le maîtriser, ça dépend de l'objectif qu'on a après pour les études ou si on a ça à l'oral du bac, mais voilà, bon, donc on peut construire un intervalle de fluctuation par bien-aimé de Chebyshev. Après, ce qui compte surtout, c'est de comprendre ça et de bien comprendre que, eh bien, la probabilité que Sn soit dans cet intervalle-là, eh bien, elle va tendre vers 1 si n tend vers l'infini. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Bon. Alors maintenant, on va aboutir au 1,96 et conclure cette vidéo. Donc ce qu'on va dire là, c'est que cette courbe au début, elle peut être épatatoïde, mais que quand n devient grand, elle se rapproche d'une belle courbe en cloche, de plus en plus pointue, mais aussi elle épouse la forme d'une courbe en cloche, qui est la courbe qu'on appelle la gaussienne. Donc, la courbe que nous avons ici, c'est une courbe, si vous voulez, obtenue par un ensemble de points, en fait, hein, d'une loi binomiale. Donc là, en théorie, il y a 10 points, je les ai juste reliés par des pointillés. Là, il y en a 1000, là, il y en a 10 000, donc ça se confond avec une courbe, mais dans la théorie, c'est quand même un ensemble de points discrets, un échantillon. C'est l'échantillon qui dessine la loi binomiale. Eh bien, cet échantillon qui dessine une courbe, quand n devient grand, se rapproche de la courbe de la loi normale. Donc, c'est une très belle courbe, bien lisse, qui fait 1, là, qui ressemble à ça. Et qui a pour équation e moins x carré sur 2. Donc elle est paire. L'intégrale sous la courbe vaut 1. C'est une belle courbe qui est au programme des post-bac, hein, de BTS. Et on a des tables qui nous indiquent comment faire des calculs avec. Parce qu'on ne peut pas calculer à la main. On est obligé d'utiliser soit une table, soit un ordinateur. Pour calculer la probabilité que... alors par exemple, une loi binomiale, une loi normale, alors si vous voulez, une loi normale, ça n'existe pas dans la nature. Dans la nature, si vous regardez la probabilité que la taille, la variable x qui représente la taille du prochain individu que vous allez croiser dans la rue, ben là vous avez la moyenne des individus de la population, mettons environ 1,7, et ça va faire une probabilité qui est comme ça, une courbe qui est comme ça, c'est-à-dire que ben la probabilité que l'individu soit entre 1,70 et 1,80, c'est ce morceau de gâteau là, la probabilité qu'il soit entre 1,90 et 2 mètres, c'est ce morceau, donc qui est plus petit, c'est comme ça que ça marche. Et donc on a une courbe de forme gaussienne, de loi normale, parce que la nature est ainsi faite. Si ça c'est la taille des individus, hein, quand je fais la taille moins mu, mu étant la valeur moyenne, je vais mettre moins 1,7 si vous voulez, mettons qu'on prend cette valeur là. Bon, et bien quand je fais t moins 1,7, je vais obtenir une translation de la courbe qui va faire comme ça. Donc ça va être autour de 0 cette fois-ci. Mais ça ne va pas être exactement celle-ci. Parce que, si vous voulez, vous pouvez, en introduisant un paramètre ici, avoir des lois normales qui sont plus plates, si la dispersion est grande, ou des lois normales qui sont plus pointues, si la dispersion est petite. Qui sont des variations, en quelque sorte, de la loi normale centrée réduite de base, ici.
Et donc là, en général, vous faites, enfin c'est pas en général, vous faites ça divisé par son écart type, et vous obtenez toujours cette loi normale centrée réduite. Alors c'est une approximation, bien sûr. Voilà ce qu'on dit. Donc ensuite, pour trouver l'intervalle de fluctuation, ben, on prend Sn moins son espérance, qui est un sixième, divisé par sa variance, qui est P1 moins P sur N. Et on dit que cela suit la loi normale, si vous voulez. Et donc, on veut la probabilité pour que ceci soit dans un certain intervalle. On veut créer un intervalle de fluctuation de ça, au risque de 5%. Donc, on veut savoir, grosso modo, quel est l'intervalle, puisque ceci, on va dire que cela se rapproche de la loi normale. Donc, c'est un théorème qui dit que la courbe d'une loi binomiale, comme ça, en introduisant ce paramètre, en la décalant et en la réduisant, en la centrant, réduisant, elle se rapproche d'une loi normale. Et donc, on regarde dans notre table, qu'est-ce qu'il faut pour que ça, il y ait 95% de chances que ça arrive. Voilà. Et on trouve que le chiffre là, ça doit être 1,96. Et on trouve l'intervalle de fluctuation P moins 1,96, racine de P1 moins P sur N. P plus 1,96, racine de P 1 moins P sur N. Alors évidemment, sur la normale, j'ai très mal expliqué. J'étais pas du tout pédagogue et j'ai fait beaucoup avec les mains. Mais c'est pour faire comprendre que il y a derrière quand même un petit calcul pas difficile. Ça c'est pas compliqué. Lire la table d'une loi normale, c'est pas compliqué. Ça pourrait se faire en terminale. Hein. Mais bon, c'est pas un programme et je veux pas non plus noyer le poisson. Ce qui compte, c'est vraiment ça. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Toute cette histoire, savoir le réexpliquer. Et j'ai juste voulu montrer qu'il y a un processus à partir de quelque chose qui vous est hors programme pour trouver ce 1,96, il ne tombe pas du ciel. Voilà. Alors après, une dernière chose, quand P est proche de 0,5, 1 moins P aussi est proche de 0,5. Donc P fois 1 moins P est proche de 0,25. Et la racine de 0,25, c'est 0,5. Ça, c'est à peu près 2. 2 fois 0,5, ça fait à peu près 1. Donc, si P est proche de 0,5, et bien l'intervalle de fluctuation, IF, vous pouvez l'écrire P moins 1 sur racine de N, P plus 1 sur racine de N. Voilà, donc ça c'est quand même utile, parce que si N vaut 100 par exemple, la racine de N ça fait 10, donc vous pouvez faire des calculs de tête avec ça. Voilà, mais ça marche que si P est proche de 0,5. Cette formule est absolument à garder si P n'est pas proche de 0,5, notamment s'il est proche de 0 ou 1, comme dans l'exemple que nous anime, un sixième. Là, on n'utilisera pas ça. Voilà ce qu'on peut dire.